Après plus de 3 ans sans convention collective, les ingénieurs du gouvernement du Québec ont déclenché une grève générale illimitée lundi. Leur syndicat affirme que les négociations avec le gouvernement sont dans une impasse. Et ça fait 18 mois qu'ils sont assis sur leurs deux mains puis qu'ils décident de ne pas bouger de leur position. C'est ça. Laissez tomber toutes vos demandes puis acceptez les nôtres, puis là, il va y avoir une entente. On est à la limite de l'acceptable, donc c'est pour ça aujourd'hui qu'on est en grève. Cette grève pourrait entraîner l'arrêt de plusieurs chantiers routiers du ministère des Transports partout dans la province, ce qui pourrait avoir des répercussions directes sur les travailleurs et sur les projets en cours. On est comme le premier domino de la file. Quand on commence à tomber, tout le reste va suivre par la suite. Vous comprendrez que quand les 12 000 ingénieurs sont en grève, ça a nécessairement des impacts. La surveillance des chantiers, c'est de la pratique exclusive à l'ingénieur. Fait que nécessairement, quand on est en grève, mais il y a une série de chantiers qui vont arrêter. C'est un effet de cascade, hein? Fait que, tu sais, c'est pas juste les ingénieurs là, qui sont en grève. Là. Il y a l'effet de cascade sur tous les travailleurs de la signalisation, les travailleurs de la construction, tout ce qui gravite autour des chantiers routiers. Là. Il va y avoir des impacts socio-économiques. On ne peut pas se permettre vraiment de perdre une saison de chantier avec l'état des chantiers qu'on a actuellement. Ça va retarder des chantiers qui sont en cours, des chantiers qui devaient débuter et les appels d'offres aussi. Là. On espère que ça va se régler rapidement puis que les travaux puissent reprendre parce que la saison est courte. Hein. Les ingénieurs demandent notamment au gouvernement de réduire le recours à la sous-traitance pour les travaux publics. Et selon leur syndicat, cette pratique peut nuire à la surveillance des chantiers et à la qualité des travaux. Et au-delà de la sous-traitance, les ingénieurs mettent en doute la question de l'équité. C'est de l'acharnement pur et dur du gouvernement. Ils ne nous offrent pas ce qui a permis de régler aux autres groupes. C'est pas parce qu'on demande de Klondike. Là, écoutez, là, on demande d'être considéré comme à même titre que les autres fonctionnaires. On s'enligne pour un long conflit. La présidente du Conseil du Trésor, Mme France-Hélène Duranceau, refuse de me rencontrer et de me parler. Et le négociateur adjoint en chef qui gère notre dossier vient de partir en vacances pour tout le mois de juillet. Présentement, là, la dernière offre du Conseil du Trésor, qui est arrivée le 15 juin, nous demande des reculs sur qu'est-ce qu'on a négocié la dernière convention collective. Fait que clairement, ils nous lancent dans une grève, ils nous forcent à aller en grève. Moi, je peux pas faire autre chose que faire ça. Là. Pensez-vous qu'on va accepter des reculs? Pour l'instant, les travaux routiers du ministère des Transports du Québec se poursuivent partout dans la province, mais la situation pourrait changer si la grève perdure. À Sherbrooke, Marc-Antoine Mailloux pour Nouveau Info. Un individu d'une trentaine d'années est accusé d'enlèvement et de séquestration au palais de justice de Trois-Rivières. Ibrahim Mohamed Tidjani a été arrêté dans un chemin forestier de Saint-Boniface au terme d'une poursuite policière samedi. Le suspect se serait enfui en voiture avec une femme de Notre-Dame-du-Mont-Carmel qui l'aurait menacé. La présumée victime s'en est sortie indemne. La suite des procédures judiciaires est prévue mardi. Les risques de feux de forêt sont très élevés pour une bonne partie de la Mauricie. De Louisville à Shawinigan, en passant par Trois-Rivières, plusieurs villes sont à haut risque. La vigilance est de mise, même si la Sopfeu n'a émis aucune restriction pour l'instant. 8 incendies sont actifs présentement au Québec. La région de la Mauricie, c'est quand même un secteur qui est historiquement vulnérable. À chaque année, il y a des feux de forêt en Mauricie. Donc, à partir du niveau jaune, orange, rouge, qui sont nos niveaux les plus élevés, c'est à ce moment-là qu'il faut faire preuve de la plus grande vigilance. Quand le niveau est élevé, on essaie d'éviter d'allumer des feux s'il y a beaucoup de vent, parce que le vent, c'est un facteur important dans la propagation du feu. La navette fluviale entre Trois-Rivières et Bécancour reprend officiellement ses activités cette année pour une deuxième année. Le but, faire découvrir et créer des liens entre les deux municipalités. Bien, ça représente bien sûr quelque chose de pratique parce que c'est intéressant pour nos citoyens réciproques de pouvoir aller de l'autre côté de façon agréable sur la navette et tout ça. Mais c'est aussi un symbole. C'est le symbole de la rive nord et de la rive sud. On n'est pas divisés, là. On est unis. On l'utilise pour faire de la promotion touristique, pour découvrir le fleuve, parce que même si c'est une traverse de 10 minutes, c'est quand même intéressant de pouvoir naviguer sur le fleuve. Le défi maintenant,
maintenant, ce n'est pas d'offrir une simple traversée, mais de convaincre les gens de l'utiliser au quotidien. Les villes veulent que la navette devienne une porte d'entrée pour les commerces, la région et aussi l'aspect touristique des deux villes. Bien, c'est des retombées de plus. Hein? C'est des gens qui viennent, qui seraient peut-être moins venus ou pas venus, mais là, qui décident, là, ça vaut vraiment la peine. C'est une expérience, hein? Prendre le bateau, on ne fait pas ça tous les jours. C'est une expérience, donc on vit cette expérience-là. Et après ça, bien, on va prendre un bon repas, on va prendre une bonne bière ou un verre de vin. Donc, c'est bon des deux côtés pour nos commerçants. Bien, on l'a vu déjà en fin de semaine pour la première semaine. Il y a eu près de 1300 passagers, près de 200 vélos là, qui ont pris la traverse. Donc, des gens qui se promènent à la fois sur la rive nord, sur la rive sud, qui vont encourager les restaurants. C'est vraiment un projet qui est très structurant, notamment pour Trois-Rivières, pour la Mauricie, mais également pour le centre du Québec, parce que ça permet vraiment d'assurer une liaison entre les deux rives et de faire profiter chacun des citoyens et des touristes qui viennent visiter le centre du Québec ou la Mauricie, d'avoir un accès à une autre région. Donc, c'est hyper structurant et les dates qui ont été choisies et les heures qui ont été choisies font en sorte que tout ce qui est offert en après-midi et en soirée peuvent vraiment bénéficier là, aux touristes des deux régions. La navette a connu un grand succès l'été passé lors de sa saison estivale avec plus de 15 000 passages. Cet été, la navette fluviale compte offrir plus d'allers-retours dans la même journée, ainsi qu'un service quotidien jusqu'à 22 h le soir. Alors, la navette, elle traverse à toutes les heures. Donc, elle commence à 10 h le matin jusqu'à 10 h le samedi soir. À toutes les heures, on part de Trois-Rivières et à toutes les demi-heures, mettons qu'on part à 10 h d'ici, à toutes les demi-heures, on repart de Bécancour pour se diriger vers Trois-Rivières. L'objectif était d'assurer la fluidité. Donc, les gens n'ont pas à réserver. C'est bien important, là, parce que les gens, des fois, prennent pas le temps. Les gens, spontanément peuvent arriver ici, puis oups, il y a un bateau dans l'heure qui suit. En misant à la fois sur le transport, le tourisme et la collaboration entre Trois-Rivières et Bécancour, les villes espèrent faire cette navette fluviale un incontournable pour cet été. La navette sera en fonction jusqu'au 6 septembre. À Trois-Rivières, William Gem pour Nouveau Info. Ici, on est vraiment devenu une lutte emblématique. Après près de 3 ans de mobilisation, les opposants au développement éolien du projet Mauricie ne comptent pas ralentir le mouvement. Ils se sont rassemblés en Mauricie cette fin de semaine pour échanger sur leurs préoccupations et faire le point sur la situation. Ça a été l'occasion pour tous les citoyens, après 3 ans de lutte et de combat, de se retrouver. On a eu beaucoup de gens qui se sentent interpellés par tous les appels d'offres en ce moment d'Hydro-Québec pour le lancement éolien et qui sont venus nous rejoindre. Plusieurs enjeux ont été abordés lors de différentes conférences de presse, notamment les besoins énergétiques du Québec, leur préparation face aux audiences du BAP et plusieurs ont même témoigné de leurs expériences. J'ai rencontré un citoyen de Thetford qui est venu me voir, qui a un billet médical parce qu'il souffre de syndrome éolien. Il m'a raconté sa vie depuis 11 ans entourée d'éoliennes. C'est quoi, comment sa maison ressent les vibrations, etc. J'ai eu une dame de Shawinigan qui m'a raconté comment sa mère a été forcée de signer alors qu'elle est en perte d'autonomie et que ses enfants sont même pas au courant. Plein d'histoires comme ça là qui viennent alimenter le pourquoi on est dans cette lutte depuis le début. Il y a des projets innovateurs qui peuvent être installés un peu partout dans différentes municipalités qui vont peut-être être une meilleure solution. Je pense qu'on peut faire appel à plusieurs spécialistes pour vraiment prendre le temps de discuter puis de réfléchir, mais qu'est-ce qui serait plus prometteur? Parce que pour l'instant, en ce qui concerne TES Canada, selon les informations qu'on peut avoir un peu partout, ça semble pas être si prometteur. Les experts disent que c'est du gaspillage énergétique. Les opposants demandent une réflexion beaucoup plus large sur le développement éolien. Ils s'inquiètent entre autres de l'implantation de projets dans des milieux habités et sur des terres agricoles. Ce qu'on réclame, c'est qu'il y ait un BAP générique qui se fasse au niveau du développement éolien, une réelle réflexion sur la transition énergétique, impliquer les citoyens davantage, voir d'autres solutions que le développement éolien pour la transition énergétique, de faire un moratoire pour dire, là, on s'arrête, on met ça sur pause et on prend le temps de réfléchir à ce qui est plus efficace et ce qui va rallier tout le monde. Quand on voit une autoroute, parce que c'est de ça qu'on parle, parce que 25 à 35 mètres pour avoir un chemin de déforestation, c'est des autoroutes en plein milieu de la forêt. Et quand on voit les images, c'est là qu'on réalise. Il faut dire que ce projet-là, dans Mekinac et Deschenaux, c'est le premier projet de cette ampleur en milieu habité. Ça a des conséquences. C'est pas sur des terres publiques, là. C'est à côté de nos habitations. La mobilisation est loin d'être terminée et les opposants souhaitent poursuivre leur action. D'ailleurs, une marche citoyenne est prévue d'ici la fin de l'été. À Hérouville, Coralie Morancy pour Nouveau Info.
Vous êtes nos yeux et nos oreilles sur le terrain. N'hésitez pas à nous écrire si quelque chose vous fait réagir ou si vous voulez nous raconter votre histoire à mauricie@nouveau.info.